Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux sur cette conférence sur la logistique urbaine dans les villes moyennes et les métropoles intermédiaires. Je voudrais déjà présenter finalement ce sujet. On parle de la logistique urbaine qui est souvent associée à Paris, aux grandes métropoles, à ce qui se passe à Lyon, à Marseille, et c'est tout à fait passionnant, et dans les grandes métropoles françaises et européennes. Mais on ne parle pas assez de ce qui se passe dans les autres territoires, les villes moyennes, les métropoles de taille intermédiaire. Et pourtant, c'est un sujet qui devient extrêmement important sur ces territoires. Alors nous allons, au travers de cette conférence, essayer de comprendre finalement les raisons pour lesquelles ces territoires s'intéressent à la logistique urbaine, quelles sont les solutions qui sont mises en œuvre, quels sont les problèmes identifiés, les initiatives vertueuses qui existent aussi sur tous ces territoires urbains, sur l'ensemble de la France métropolitaine et aussi d'ailleurs dans un certain nombre de villes d'outre-mer. Et donc, nous avons la chance d'avoir autour de la table, autour de ce plateau, ce matin, deux représentants de la ville de Dinan, même trois d'ailleurs, donc qui sont partis très tôt ce matin. Donc merci d'avoir modifié et bousculé votre agenda pour venir ce matin. Dominique Oran, donc, qui est conseiller municipal délégué en charge du commerce et de la logistique à Dinan. Lucie Rigour, qui est chargée de l'attractivité commerciale et aussi d'ailleurs de la logistique urbaine. Donc merci d'être présent ce matin. Nous aurons donc en visio durant cette conférence donc un enregistrement qui a été fait avec Émilie Claire, qui est chargée de mission plan, bruit et logistique urbaine à Grand Besançon Métropole. Donc une métropole de taille intermédiaire, et nous verrons les problématiques qu'il y a sur ces territoires. Je voudrais saluer également Gérald Balade, qui vient non pas de Dinan, mais pas loin, de Saint-Malo, et qui dirige les triporteurs malouins. Donc on aura un témoignage d'un opérateur qui a démarré son activité il y a quelques années sur un territoire de villes moyennes. Et puis nous avons donc la présence de Martin Thiollier, qui est vice-président vente et opération de Watèa. Donc Watèa qui parraine finalement cette conférence et qui nous expliquera un peu ce qu'est Watèa. Donc moi j'ai vu à l'entrée un magnifique MAN TGE électrique Watèa. Donc vous nous expliquerez un peu tout cela lors de la conférence. Alors je vais m'adresser à Dominique Oran. Déjà, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire finalement ce qu'est quelques chiffres sur la ville de Dinan? De quoi parlons-nous quand on parle de Dinan? Déjà c'est pas Dinard, c'est Dinan. C'est pas pareil. Oui, bonjour à tous. Oui, je vais d'abord vous situer un peu Dinan. Donc Dinan, c'est dans l'ouest de la France. On va commencer par ça, en bordure de la côte, à 20 ou 30 km. Et nous sommes une ville plutôt médiévale, moyenne, d'un peu moins de 15 000 habitants. Nous avons sur la ville, cette petite ville qui a moins de 4 hectares. Et donc en termes d'espace, on est très contraint. On a une population de 15 000 habitants, je l'ai dit, mais surtout, on a surtout un gros potentiel touristique qui est environ de 650 000 à 700 000 touristes par an. Donc vous imaginez bien que ce flux de nouveaux arrivants pendant la saison nous pose beaucoup de problèmes. Et donc, à côté de ça, nous avons une activité commerciale qui est assez dense, puisque nous avons lancé une étude, un diagnostic commercial il y a quelques mois, et nous avons aujourd'hui sur la ville de Dinan 654 commerces exactement, commerces et services qui sont sur la ville. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important, parce que nous sommes quand même une ville moyenne. Et donc, quand vous ajoutez la problématique du nombre d'habitants, du nombre de commerces, du nombre de touristes, c'est une ville moyenne qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur ces problématiques de logistique. Alors, justement, on va continuer finalement sur ce sujet. Ce sont quoi les questions? Pourquoi vous intéressez-vous depuis plusieurs années, je crois, au sujet de la livraison des marchandises dans les commerces, auprès des activités économiques du territoire, des habitants? Quels sont les problèmes que vous cherchez finalement à identifier et puis peut-être à solutionner?
Alors, nous, la première réflexion qu'on a, c'est en termes de ville, c'est qu'on se disait d'abord que cette problématique, on est ville moyenne, c'est surtout une problématique de métropole. On en entendait parler dans les grandes villes comme Nantes, voire Rennes, voire Paris, mais nous, on ne se sentait pas trop concernés. Mais nous, aujourd'hui, on est vraiment concernés parce que, je l'ai dit, on est une ville médiévale, on a des rues très étroites. Et aujourd'hui, la rue principale fait pratiquement 1 à 2 km de long. Je crois que pour faire ces 1 ou 2 km, vous êtes capable l'été de mettre pratiquement une demi-heure. Donc aujourd'hui, on a des problématiques de bouchons. Donc ça crée des fortes tensions entre les touristes, les commerces et puis bien les gens qui travaillent. Il y a tous les gens qui travaillent, qui sont donc les transporteurs, qui veulent livrer des volumes dans les commerces et qui ont énormément de problèmes pour y accéder. Surtout qu'on a une partie piéton qui oblige à venir à certaines ouvertures. Donc ça crée des tensions assez importantes. Et on a vu au fur et à mesure des années que ces tensions devenaient de plus en plus graves. Et on s'est dit, nous, en tant que ville, même ville moyenne, il faut qu'on s'empare du sujet. Parce que si on se laisse déborder, dans 10 ans, ou même beaucoup plus tôt que ça, nos touristes déserteront la ville, ne pourront plus rentrer dans la ville parce qu'on est complètement coincé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avancer sur ce sujet, de dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir s'emparer du sujet et apporter des mini-solutions pour que le commerçant, le dernier kilomètre, on puisse résoudre d'abord le transporteur puisse livrer rapidement et que le commerce ait sa marchandise en temps et en heure. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Oui, puis j'ai compris qu'il y avait aussi un problème finalement du nombre de poids lourds qu'il y a dans le centre-ville pour livrer les commerces par rapport à finalement une ville très historique avec des ruelles étroites, des maisons à pans de bois qu'on a plaisir à visiter, je veux dire quand on est touriste à Dinan, mais il y a bien sûr un risque, je veux dire, qui se présente. Oui. Vous nous avez fait une étude sur la logistique urbaine, on a vu des chiffres qui sont assez parlants. On a aujourd'hui sur la ville, sur une journée moyenne, on a pratiquement 1000 camionnettes qui tournent sur la ville avec des très gros porteurs qui sont au nombre en général pratiquement de 30 à 40 au moins. Donc ça nous pose, même 70, donc ça nous pose énormément de problèmes de stationnement, en double fil, ça coince complètement la ville. Donc on a vraiment besoin de trouver des solutions. Une cohabitation entre les camions et les voitures individuelles qui traversent en plus cette ville. Là en plus c'est la géographie de la ville qui fait que il y a une géographie particulière quand même à Dinan. Juste pour expliquer, c'est la géographie fait que si vous pouvez passer d'une grande ville comme Rennes jusque sur la côte, voire le Cap Fréhel, vous êtes obligé de passer par Dinan. Vous avez un axe central où vous avez pratiquement 10 000 voitures heure qui passent là, donc ça nous pose énormément de problèmes. Donc si le camion est là en double fil, vous imaginez la file qui peut s'allonger, et on peut pratiquement avoir des centaines et des centaines de mètres de bouchons. Donc ça nous pose vraiment de vrais problèmes. Et on n'a pas de solution intermédiaire de faire dévier cette circulation. Alors, je vais m'adresser à Lucie Rigour. Est-ce que vous pourriez nous donner, justement, on a commencé, mais quelques chiffres, de quoi parlons-nous quand on parle de livraison urbaine à Dinan? Monsieur Oran l'a rappelé tout d'abord, effectivement, la ville de Dinan, c'est 654 commerces. Donc, effectivement, des flux de marchandises entrants qui sont très importants. En parallèle, on a effectivement des flux notamment liés aux nouvelles tendances de consommation, les colis, qui aujourd'hui sont estimés à 1,5 million de colis journaliers sur le territoire. La plupart d'entre eux sont réservés et distribués finalement au domicile de chacun des habitants. Les véhicules, effectivement, sont nombreux. Comme M. Oran l'a dit, c'est 1400 véhicules chaque jour qui traversent un territoire, donc d'un territoire de petite taille, puisque le centre-ville, aujourd'hui, est globalisé et centralisé sur un foncier d'1 kilomètre carré. Donc, une densité, effectivement, de véhicules qui interviennent chaque jour. Sur les 1400 véhicules, on a 90 articulés, 300 porteurs et plus de 1000 véhicules légers. Donc les véhicules légers qui aujourd'hui livrent la plupart effectivement des habitants, notamment aux tendances du e-commerce. La livraison à Dinan, c'est très souvent une durée moyenne de 20 minutes. Une livraison qui dure aujourd'hui 20 minutes. Ça varie effectivement entre 5 et 45 minutes. C'est important de le rappeler parce qu'en fait, cette variation, ces chiffres évoluent en fonction des secteurs d'activité. La restauration pourra aller jusqu'à 45 minutes, voire 60 minutes. Ça soulève la question de la cohabitation finalement entre les différents acteurs, les transporteurs, les messagers,
et les restaurateurs eux-mêmes, effectivement, qui peuvent attendre un certain nombre de services en plus de la livraison elle-même. À Dinan, on a des contraintes particulières, une géographie, des locaux commerciaux qui sont différents et donc effectivement des services attendus. Voilà les quelques chiffres effectivement qu'on pourrait sortir aujourd'hui. Et une part très importante des cafés, hôtels, restaurants, parce que c'est une ville touristique. Oui. Hein, et on sait bien que ce ne sont pas les activités les plus faciles à livrer quotidiennement. Elles sont souvent, et c'est normal, les restaurants sont souvent dans les petites rues étroites du centre-ville. Et ce sont souvent des volumes très importants. Lorsque vous parlez de volume, effectivement, il a été estimé que 30% des flux de marchandises sont dédiés et doivent permettre effectivement la réactivité des cafés, hôtels, restaurants. Donc une offre, un flux de marchandises assez important. Donc une cohabitation des flux pendulaires ou des flux, je vais dire, de transit à travers une ville comme Dinan, mais aussi des habitants, des touristes, et puis des commerces qui sont finalement un peu le poumon de la ville, parce que c'est une ville qui donc vit par notamment, il n'y a pas que son tourisme, mais il y a le tourisme qui a une part très importante. Donc c'est intéressant de voir ces problématiques qui sont liées justement au flux touristique qui existe sur de nombreux territoires en France. Alors je vais m'adresser à Gérald Balade. Donc vous avez créé les triporteurs malouins. Il y a combien de temps? 4 ans, c'est cela? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre modèle? Pourquoi vous avez imaginé donc, créer une entreprise autour de la livraison du dernier kilomètre à Saint-Malo? Donc, les triporteurs malouins, c'est une société qui s'est spécialisée dans le dernier kilomètre, qui fait partie d'un réseau de 13 agences. C'est-à-dire qu'en France, on a 13 agences membres du réseau Les Triporteurs de l'Ouest. Et notre particularité, c'est vraiment de livrer pour le compte des grands transporteurs. En l'occurrence, Saint-Malo, on travaille pour l'équivalent de 7 transporteurs de messagerie, DB Schenker, Dasher, Jeffco, Geodis, qui ont des contraintes de livraison justement dans les villes fortifiées comme Saint-Malo, mais également de la distance de leur dépôt. C'est-à-dire qu'ils ont 1 heure pour venir sur Saint-Malo. Donc les triporteurs malouins, c'est vraiment le dernier kilomètre pour plusieurs transporteurs afin de mutualiser les flux et donc désengorger la circulation, les nuisances sonores, mais également les émissions de CO2. Donc là aussi, on est sur une ville évidemment extrêmement touristique, donc très commerçante, et donc vous aidez finalement ces opérateurs de messagerie à faire ce dernier kilomètre. Alors vous le faites comment, ce dernier kilomètre? Alors ce dernier kilomètre, c'est-à-dire que tous les matins, les transporteurs nous déposent de la marchandise. Donc en période d'activité normale, on a entre 12 et 16 tonnes de marchandises par jour. Ces 12 à 16 tonnes de marchandises, on les relivre à l'aide de vélos avec remorque, notamment pour le centre-ville de Saint-Malo intramuros, mais également avec un petit véhicule électrique, mais également des 20 mètres cubes pour tout ce qui est industrie, grande distribution. Donc les vélos nous apportent cette flexibilité en termes de circulation, d'engorgement de la voie publique, donc comme la ville de Dinan peut avoir et comme Saint-Malo a eu, notamment en période touristique. Mais surtout, c'est qu'on facilite la cohabitation sur ces espaces piétons, et on va dire route de circulation avec des vélos, c'est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Donc le principe, c'est que le matin, les transporteurs nous déposent la marchandise et nous, on la relivre dans la journée avec des vélos et tout type de véhicule qui peut être adapté. Et vous avez un espace, donc, j'imagine, pour effectuer la préparation des livraisons? Alors tout à fait. Donc on a commencé il y a 4 ans avec 300 à 400 mètres carrés. Là, on est passé sur un entrepôt de 1100 mètres carrés. Cet entrepôt nous permet de réceptionner l'intégralité des marchandises le matin, puisque même si le soir c'est quasiment vide, le matin il faut quand même accueillir les 16 tonnes de marchandises, et surtout de pouvoir préparer et les tournées et charger les vélos. Donc on a un espace de 1100 mètres carrés légèrement excentré du centre-ville, mais toujours présent quand même dans la ville de Saint-Malo, pour garder cette proximité, notamment pour les vélos, puisqu'un vélo, il ne faut pas qu'il fasse non plus de 10 km avant d'arriver sur son point de livraison. Et vous livrez en même temps dans le même véhicule, donc des colis de DB Schenker, de Daxer, de Jeffco par exemple, pour citer Voilà, cela. donc notre particularité, c'est notre force aussi, c'est la mutualisation des flux. Donc dans le même véhicule, vous pouvez avoir des marchandises provenant de 5 transporteurs différents. Et sur ces 5 transporteurs différents, il y en a 3 qui vont livrer le même commerçant, puisque chaque transporteur livre les mêmes entreprises, les mêmes commerçants. Donc on a aussi cette mutualisation de flux vis-à-vis du destinataire final, qui lui a quand même cette facilité, réceptionne sa marchandise en une fois, peut la traiter en une fois et ne se retrouve pas à avoir une palette à 9 h, une palette à 11 h, une palette à 14 h.
Donc il y a aussi cette proximité vis-à-vis des commerçants qui facilite leur utilisation au quotidien. Et donc vous avez un effectif de... Alors à l'heure actuelle, on est 13 dans le membre d'équipe pour 6 livreurs. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même une équipe en entrepôt pour préparer les tournées, gérer l'administratif, pour que les livreurs n'aient à ne s'occuper que de leur livraison et pas à gérer tous les chargements ou autres. Donc une entreprise de 13 personnes, des CDI ou des livreurs comme on voit dans la rue qui livrent des repas Alors, et qui sont payés on ne sait pas trop comment. Alors, notre modèle économique est basé entièrement sur du CDI, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de contrat à durée déterminée ni d'intérim, on n'est que sur du CDI puisque actuellement on a le volume pour assurer des emplois en CDI. Donc une entreprise de livraison du dernier kilomètre à Saint-Malo, c'est 13 emplois. Hein, bravo d'abord. Et puis la logistique urbaine, emploi du monde, donc c'est important de le rappeler, et des emplois pérennes. Hein, et non délocalisables en plus. Hein, tant que la ville reste touristique, elle n'est pas près de ne plus être une ville touristique. On a tous Exactement. plaisir à venir à Saint-Malo. Alors on va maintenant écouter un autre témoignage qui est celui d'Émilie Claire à Besançon, donc il sera en visio enregistré. Autour justement de ces problématiques, de ces questions d'un autre territoire urbain plus grand, celui de Besançon. Bonjour Émilie Claire, vous êtes chargée de mission plan, bruit et logistique urbaine à Grand Besançon Métropole. Déjà, je vous remercie de participer à cette conférence à distance. Est-ce que vous pourriez déjà, en 2 ou 3 mots, nous indiquer, nous donner quelques chiffres sur Grand Besançon Métropole? Oui, tout à fait. Donc, bonjour. Donc Émilie Claire, effectivement, chargée de mission sur la question de la logistique urbaine depuis le 1er janvier 2022. Le Grand Besançon Métropole, c'est officiellement donc une communauté urbaine depuis 2019, juillet 2019. Elle couvre 68 communes, dont une ville-centre qui est donc Besançon, qui elle comprend 115 000 habitants environ. C'est un territoire avec une géographie très particulière, une topographie assez marquée, notamment sur la partie sud de son territoire, et avec aussi une histoire et un patrimoine fort, puisque nous avons notamment un monument qui est la citadelle, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup. Quelles sont les raisons qui incitent le Grand Besançon à mettre en œuvre un plan d'action de logistique urbaine? Alors, Grand Besançon Métropole, hein, comme de nombreuses autres collectivités, elle a vraiment pris l'importance de ces enjeux de la logistique, en particulier dans un contexte, comme on le sait, qui est quand même en forte évolution et mutation, lié notamment au développement des questions du e-commerce, de l'accroissement des demandes de livraison, avec des objectifs assez marqués autour de la rapidité et de la simplicité de ces livraisons. Des contraintes aussi liées à la raréfaction pardon, du foncier et aux impacts environnementaux du transport en général. Et c'est du coup dans ce cadre et dans une volonté aussi également de travailler en co-construction avec l'ensemble des acteurs économiques de la filière logistique, que la collectivité s'est engagée à l'été 2021 dans le programme C2E Interlude, hein, qui est la suite en fait opérationnelle de la stratégie nationale France Logistique 2025. C'est aussi dans une démarche liée au programme d'action Cœur de ville qu'elle s'est aussi imprégnée de ces questions de logistique urbaine, démarches qui sont du coup cofinancées par la Banque des territoires. Alors simplement peut-être un petit mot sur le programme Interlude. Le programme, il vise justement à nous accompagner, nous collectivités, dans la mise en œuvre de chartes de logistique urbaine durable. Et c'est justement par ce travail de concertation et de co-construction avec les acteurs économiques que l'objectif est bien de répondre à l'ensemble des enjeux de la logistique urbaine, à la fois des enjeux donc globaux et locaux, hein, liés à l'économie, au volet social, à l'environnement, mais aussi sur des volets urbanistiques. Quelles sont les attentes finalement de ce plan d'action? Qu'est-ce que les élus finalement de Grand Besançon Métropole attendent finalement de cette démarche? Alors sur ces attentes, il y en a, j'ai envie de dire, elles sont multiples et elles sont aussi particulièrement fortes, hein. L'objectif de la collectivité, c'est très clairement de ne pas diaboliser la logistique urbaine, hein. On en connaît les externalités négatives, mais on en connaît aussi les externalités positives. L'idée, c'est de bien co-construire, avec l'ensemble de la filière, ce travail pour allier à la fois la performance et les conditions de travail de la chaîne logistique, mais aussi l'amélioration du cadre de vie des habitants et bien évidemment l'attractivité économique de notre territoire.
Donc, dans ce cadre et aussi face à un contexte réglementaire qui a tendance aussi à muter avec, notamment la loi d'orientation des mobilités et la loi climat et résilience, la collectivité, elle se doit de réfléchir aux différents leviers qui sont possibles, de co-construire avec ces acteurs économiques, tels que, par exemple, l'évolution de la réglementation pour l'accès à son centre-ville, la valorisation aussi, des, alternatives et des modes alternatifs, en tout cas, en particulier sur la logistique du dernier kilomètre. La valorisation aussi d'initiatives privées, hein, qui peut être notamment liée à la création d'établissements logistiques de proximité. Et puis, tout un volet aussi sur la sensibilisation et l'acculturation du grand public aux enjeux de la logistique urbaine. Et donc, vous avez déjà initié cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les différentes étapes qui sont déjà réalisées et à venir? Oui, alors, tout à fait. Grand Besançon Métropole est officiellement signataire, en fait, de la démarche Interlude depuis le mois de juin 2021, avec la signature d'une convention. La collectivité est notamment accompagnée par 2 bureaux d'études que sont, ELV et Logicité pour, justement travailler sur, une mise en lumière des problématiques, de logistique urbaine sur le territoire. Donc il y a eu tout un travail d'analyse des flux de marchandises, couplé aussi à un travail de diagnostic, terrain, qui ont compris à la fois des relevés, mais aussi des entretiens avec, les acteurs de la filière et qui a permis donc, de justement restituer ce travail, à l'automne 2021, donc c'était en novembre. Et depuis ça, donc il y a un pré-plan d'action qui a été rédigé, sur le premier trimestre 2022. Et là, nous sommes en train de travailler justement avec nos élus sur la stratégie globale à adopter sur la question de la logistique urbaine, hein. Quels sont les leviers sur lesquels la collectivité pourrait avoir un effet aussi pour améliorer justement cette question de la logistique. Et donc, dans cet objectif, c'est de pouvoir aussi aller sur des ateliers de co-construction avec les acteurs économiques qui seraient probablement programmés courant juin pour aboutir donc à la rédaction d'une charte de logistique urbaine durant l'été et à sa co-signature avec les partenaires économiques à l'automne 2022. Eh bien, je vous remercie, Émilie Claire, pour ce témoignage. Merci à vous. Bonne journée. Alors, je vais m'adresser à Martin Atelier. Déjà, donc vous êtes vice-président de Watèa. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Watèa, qui est Watèa, hein? Peut-être que tout le monde ne connaît pas donc cette entreprise. Bonjour à tous. Donc, Watèa by Michelin, c'est une société qui appartient au groupe Michelin, offre des solutions de mobilité électrique sur mesure pour les flottes de véhicules utilitaires. Donc, avec un abonnement tout en un. Donc, on a pour vocation finalement à aller électrifier les 1000 camionnettes qui rentrent dans Dinan tous les jours, à électrifier, pourquoi pas, les transporteurs malouins, ou en tout cas les entreprises similaires. Et comment est-ce qu'on fait? On a une offre complète parce qu'on va absorber toute la complexité que représente la bascule sur des énergies vertes, donc sur de la mobilité électrique. Complexité qui est déjà de bien connaître ses usages, puisqu'il faut connaître ses usages pour être capable de bien dimensionner quels sont les véhicules déjà qu'on va pouvoir basculer. Tous les véhicules, on ne peut pas les basculer sur de la mobilité électrique parce qu'il y en a qui ont des cycles trop longs, donc il faut les connaître. Puis ensuite, connaître quels sont les cycles pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir se recharger. Parce que dimensionner la recharge est extrêmement importante sur la mobilité électrique. Et donc, on va faire un audit aussi du site pour savoir est-ce qu'on peut installer des bornes. Parce que vouloir installer des bornes, c'est une chose, mais pouvoir en installer 5, 10, c'est une autre. On n'a pas forcément la bonne puissance ou suffisamment de puissance. Donc, on va faire tous ces audits, on va faire une recommandation du coup à nos clients. Et puis, on va aller livrer un véhicule qui correspond aux usages de notre client. Et ce véhicule-là, on va former les chauffeurs quand on va réceptionner le véhicule, parce que c'est un véritable accompagnement au changement, le fait de basculer sur de la mobilité électrique. Donc on va les former, les chauffeurs. Et puis on va livrer nos véhicules. C'est un véhicule augmenté. On va le livrer avec des applicatifs pour les chauffeurs ou les techniciens qui conduisent ces véhicules, pour leur dire par exemple, est-ce que je peux aller d'un point A à un point B avec la température qu'il fait aujourd'hui, avec l'état de charge de ma batterie en ce moment et avec le cycle que je vais faire, est-ce que je peux y aller? Première information. Si je ne peux pas y aller, on va le rerouter vers une borne pour qu'il puisse se recharger. Et on va faire en sorte que cette borne elle puisse accueillir un véhicule de 6 mètres cubes, 11 mètres cubes ou plus, donc qui puisse accueillir son véhicule. Voilà le type d'information qu'on va remonter au chauffeur. On va lui dire aussi si son véhicule est en train de charger. Je discutais avec mon voisin tout à l'heure qui me disait bah oui, effectivement, parfois j'ai mon véhicule, je pense qu'il est en train de charger. Donc le matin, je veux lancer ma journée de travail. Je ne peux pas car mon véhicule n'a pas chargé. Dans nos applicatifs, on va donner cette information à la fois au chauffeur mais aussi au gestionnaire de parc. Oui, mon véhicule il est au dépôt.
mais il est en train de charger ou pas. Et s'il n'est pas en train de charger, on va envoyer une alerte pour qu'on puisse prendre des dispositions et faire en sorte que le lendemain matin, le véhicule soit chargé. Donc c'est ça notre métier, absorber toute la complexité, faire en sorte que la mobilité, enfin cette transition vers de la mobilité verte soit beaucoup plus simple pour nos clients. Donc si je comprends bien, il y a un sujet d'analyse des besoins, il y a un sujet de bornes de recharge des véhicules, il y a un sujet d'aide au choix du véhicule et puis bien sûr de mise à disposition du véhicule, de formation et puis de système informatique qui permet de suivre l'utilisation, c'est cela ? Exactement, et on va profiter du coup du véhicule connecté pour remonter de l'information et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'activité. En fait, notre obsession et celle de nos clients, c'est de ne pas avoir de rupture d'activité. Donc je vais partir tous les matins et je vais rentrer tous les soirs. C'est aussi simple que ça. Et vous sélectionnez donc j'imagine un certain nombre de véhicules électriques parce que le choix il n'est pas si simple que ça, hein. Il y a une offre qui devient assez large. Comment vous faites? Vous les testez? Vous choisissez un certain nombre de véhicules? Quels sont les véhicules que vous proposez? Alors on va tester, ça dépend, on n'est pas lié à un constructeur. On va aller chercher le meilleur véhicule sur une catégorie de données. Donc on peut très bien avoir du Renault sur du 3 mètres cubes, du Stellantis sur du 6 mètres cubes et puis du Ford ou du MAN sur du 9 mètres cubes. Effectivement, on teste les véhicules parce que quand on plaque la connaissance des véhicules, c'est-à-dire au-delà de l'autonomie, je ne sais pas si vous connaissez l'autonomie WLTP, qui est finalement l'autonomie qui est sur la plaquette des constructeurs. Donc mon véhicule, il va faire 300 km d'autonomie. L'autonomie réelle, ce n'est pas celle-ci, on le sait. Les protocoles de test, c'est en laboratoire, c'est dans un hangar, sur des rouleuses, donc ce n'est pas l'autonomie réelle. On va aller tester ces véhicules effectivement sur les pistes. On a la chance d'être à Clermont-Ferrand, dans la belle ville de Clermont-Ferrand. C'est aussi une belle région. Et on a des pistes. On va aller tester ces véhicules pour savoir à charge, enfin quand ils sont chargés, quelle est l'autonomie, quand ils sont à mi-charge et quand ils sont vides, quelle est l'autonomie réelle de ces véhicules. Et puis on va les faire aussi tourner dans la campagne environnante pour savoir quand ils montent, quand ils sont sur des routes un peu plus sinueuses, quelle est l'autonomie réelle. Et quand on va les plaquer, cette connaissance des véhicules, sur la connaissance des usages qu'on a étudiés, c'est là qu'on va avoir des solutions très pertinentes à proposer à nos clients. Merci beaucoup. Alors, Lucie Rigour, vous avez écouté finalement le témoignage de Besançon qui a expliqué un peu sa démarche. Quelle a été la démarche finalement que vous avez mise en œuvre à Dinan? Je crois qu'elle est assez ancienne, si j'ai bien compris. Alors, les réflexions effectivement par rapport à la logistique urbaine datent d'il y a plusieurs années maintenant. Il y avait des ressentis avec des contraintes fortes en termes de stationnement, de congestion, la cohabitation avec les acteurs, des choses qu'on a déjà par ailleurs évoquées. L'idée étant effectivement de vérifier aussi et de comprendre comment était réellement organisée la logistique urbaine à Dinan. Donc la ville de Dinan a fait le souhait effectivement et a démarché et a entrepris une démarche d'étude, de diagnostic d'un point de vue quantitatif, diagnostic terrain, accompagné effectivement là aussi de rencontres régulières avec l'ensemble des opérateurs de la filière, grossistes, messagers, producteurs locaux, représentants de commerçants, de façon à comprendre finalement qu'est-ce qui se passait réellement au sein de la ville. Donc une première démarche qui finalement a été celle d'un diagnostic et ensuite une seconde démarche qui a été celle de l'identification finalement de leviers opérationnels qui pourraient être déployés sur le territoire au sein de la ville de Dinan. C'est une démarche aussi qui était finalement partagée par les différents acteurs institutionnels. La ville de Dinan s'est associée effectivement à l'agglomération, Dinan Agglomération, cela afin de permettre de rassembler l'ensemble des compétences. La logistique urbaine, c'est un sujet transversal qui pose les questions de la salubrité, de l'aménagement, de la sécurité. C'est également les questions d'économie, on parlait effectivement de création d'emplois. Également en question de développement durable. Donc la ville de Dinan effectivement a souhaité s'accompagner des acteurs justement qui pouvaient apporter ces nouvelles compétences et s'est constitué d'un groupe de travail. Donc le groupe de travail qui a été piloté par le maire de la commune et effectivement accompagné de l'ensemble des élus communaux et intercommunaux. Aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de leviers. L'idée sera effectivement de voir quels seront les choix qui pourront être faits pour développer ces différents leviers. Quels sont finalement, parce qu'on est sur une problématique qui est transverse, hein, et on a bien vu qu'il y a un certain nombre d'élus avec des problématiques, des attributions différentes qui se sont intéressés finalement à ce sujet, peut-être avec des intérêts divergents d'ailleurs, c'est aussi toute la problématique.
Effectivement, la question de la cohabitation, quelles sont les priorités au regard des compétences de chacun, au regard du développement durable, au regard de l'économie, l'aménagement urbain. La question, par exemple, d'un ELP pose la question effectivement de quels sont les choix de la collectivité et comment elle peut atteindre un certain équilibre de façon à répondre à l'ensemble des enjeux. Merci beaucoup. Gérald Balade, vous avez créé finalement votre entreprise il y a 4 ans. Vous avez déjà plusieurs années donc, de recul par rapport à cette intégration de la livraison du dernier kilomètre, on va dire décarboné, dans un centre-ville. Quelles sont vos attentes finalement vis-à-vis de la collectivité locale? Alors on n'est pas à Dinan, on est à Saint-Malo. Vous pouvez tout dire, on est entre nous. Hein. Quelles sont vos attentes vis-à-vis finalement des élus du territoire? Alors, les attentes d'une société comme la nôtre vis-à-vis des collectivités locales, elle est à la fois totale et nulle. C'est-à-dire, dans le sens nul, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la collectivité locale pour avancer. Il faut qu'on avance. Les collectivités locales sont aussi présentes et il y a un dialogue qui s'instaure entre tous les acteurs, c'est-à-dire les transporteurs, les collectivités locales, mais également les associations de commerçants. C'est vraiment pour moi une discussion, et ça n'engage que moi, une discussion tripartite. Donc c'est vrai que les attentes de la part des collectivités locales sont grandes vis-à-vis de la livraison urbaine, mais les attentes des transporteurs le sont également. Plusieurs points en termes d'attente, ce sont des infrastructures, donc aussi bien immobilières, parce que la livraison urbaine, elle ne doit pas se faire depuis les extérieurs d'une ville. Sinon, on ne fait que déplacer le problème à l'extérieur, mais dans tous les cas, on aura autant de véhicules qui vont rentrer par la suite. Donc on doit avoir un entrepôt vraiment de proximité, notamment pour tout ce qui est livraison à vélo, donc toute la cyclo-logistique. La particularité de ces ELP, entrepôts logistiques de proximité, c'est les accessibilités pour les différents types de véhicules. C'est-à-dire que ça va quand même être au minimum un porteur de 12 tonnes qui va devoir se déplacer et acheminer de la marchandise. Donc c'est sûr que si on met cette ELP dans une petite ruelle, on va avoir d'autres contraintes et en fait on va créer une zone d'encombrement sur un petit quartier. Donc pour tous les usagers, ça va être problématique. Donc effectivement, on a une attente vis-à-vis de la partie immobilière. Nos autres attentes, on va dire, sont aussi des infrastructures énergétiques. Donc en l'occurrence, tout ce qui est électrification de notre flotte de véhicules, mais également les véhicules qui fonctionnent au gaz. Donc des stations d'avitaillement en gaz naturel. Donc ça, ce sont des infrastructures qui doivent être présentes proches de la ville, voire même en ville. Saint-Malo, la première va arriver à l'été, mais elle se situe quasiment à une quinzaine, presque une vingtaine de kilomètres de Saint-Malo. Ce qui, pour des véhicules qui ne font que du local, est une perte de temps, une utilisation de carburant juste pour aller faire le plein. Donc ça, c'est un petit point. Et la troisième attente, on va dire, qu'on peut avoir vis-à-vis des collectivités locales, c'est l'organisation de cette livraison urbaine en ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des restrictions qui peuvent être en termes d'horaire, en termes de tonnage des véhicules aussi. Et là, ça peut presque être le premier levier d'une collectivité locale pour diminuer le type de véhicules qui viennent dans son centre-ville, ne serait-ce que limiter le tonnage des véhicules qui peuvent entrer. Donc ça permet, on va dire, de rapprocher les flux du centre-ville, sans non plus avoir des véhicules qui viennent de transporteurs qui sont à plus d'une heure de route, un véhicule de 16 tonnes ou 26 tonnes qui va rentrer dans le centre-ville pour des fois livrer une palette qui fait 50 kilos. Voilà, donc à mon sens, les trois attentes de la collectivité sont la partie immobilière, la partie énergétique et la partie organisation en termes d'accessibilité, en termes d'horaire ou de tonnage de véhicules en centre-ville. Donc des attentes fortes pour faire de la logistique urbaine une réalité sur ces territoires. Voilà. Alors je vais m'adresser à Martin Thiollier. Alors justement, déjà, on parle. Alors je sais que vous êtes dans la mobilité électrique. Est-ce qu'il y a d'autres formes finalement de véhicules que vous proposez, comme des vélos cargo ou des véhicules au GNV, ou est-ce que pour l'instant votre axe c'est l'électrique avec toutes ces déclinaisons en termes d'offres? C'est uniquement de l'électrique, effectivement. On ne fait pas de vélo, même si on n'oppose pas du tout les modèles. D'ailleurs, je pense que ça serait des modèles hybrides. L'avenir, ça sera ça. Mais on est sur du véhicule électrique, pas de véhicule thermique, effectivement. Alors, électrique à batterie aujourd'hui, à hydrogène demain, qui permettra d'électrifier des usages qui ne le seront pas forcément avec de véhicules électriques, notamment sur des cycles un peu plus longs.
Alors, est-ce que vous êtes évidemment présent dans des grandes métropoles, mais ici on est là pour parler justement des villes moyennes, des métropoles de taille intermédiaire. Est-ce qu'il y a des territoires finalement de cette dimension dans lesquels vous êtes présent, vous avez installé finalement des flottes de véhicules? Oui, tout à fait. On est présent sur toute la France, alors principalement en région parisienne et en région Rhône-Alpes, mais aussi on commence dans d'autres régions. Et puis on est en contact aussi avec les collectivités locales, avec les CCI, les chambres de commerce et d'industrie de villes de taille intermédiaire, pour arriver et les aider à préparer les acteurs économiques. Donc oui, on est de partout. On a par exemple déployer des véhicules dans la ville d'Annemasse. C'est de la livraison du dernier kilomètre aussi pour un grand donneur d'ordre. Et on est allé livrer des véhicules dans cette ville-là. Ouais. Donc on a toutes les tailles de villes. Donc Annemasse, ou deux autres exemples de villes dans lesquelles vous avez commencé à... Alors je sais que vous avez aussi une histoire qui est récente, mais enfin un grand groupe qui vous soutient et vous allez aller vite, j'imagine. Oui, tout à fait. Bon, Annemasse, il y a Dijon, il y a Orléans, on est en train d'avancer sur pas mal de villes. Alors ce qui est intéressant sur la ville d'Annemasse, je peux peut-être prendre cet exemple-là pour expliquer un peu la complexité sur des villes de taille intermédiaire de la transition sur de la mobilité électrique. C'est intéressant parce qu'on a un client qui était déjà poussé par son donneur d'ordre à aller sur cette ville. Il n'était pas présent à Annemasse, mais comme il savait faire de la mobilité électrique sur une autre ville, il a été poussé par son donneur d'ordre. Et on est arrivé sur plusieurs complexités. Premièrement, on est dans une région avec de la déclivité. Donc il fallait bien analyser, je parlais de l'analyse des cycles tout à l'heure, il fallait bien analyser quels étaient les cycles des véhicules pour savoir s'ils pouvaient basculer sur de la mobilité électrique. Et puis choisir le bon véhicule. Parce qu'un véhicule qui a des grosses batteries, c'est bien, mais ça peut être plus cher qu'un véhicule qui a des plus petites batteries. En l'occurrence, on lui a conseillé de partir sur un véhicule qui avait une batterie un peu plus petite, puisque c'était suffisant pour répondre à l'usage qu'il avait. Donc en termes de coût, pour l'entreprise, c'était intéressant. Puis on est arrivé sur une deuxième complexité qui est liée à l'infrastructure de recharge. Vous en parliez juste avant. Pourquoi complexe? Parce que finalement, le réseau de bornes de recharge pour se recharger en itinérance autour de son entreprise était limité. Il a fait le choix d'installer des bornes. Et quand on a regardé quelle était la puissance qui arrivait sur son parking, il voulait 10 véhicules. On pouvait installer que 3 bornes. Donc on a dû bien sûr demander une augmentation de puissance à Enedis. Ça nous a permis de rajouter 2 véhicules. Donc on pouvait électrifier 5 véhicules et non pas 10. Et ensuite on a trouvé des solutions pour faire en sorte que les 10 véhicules puissent charger en travaillant par exemple sur, en travaillant sur un module qui permettait de lisser la charge entre les bornes. Le résultat, c'est qu'avec une entrée de puissance qui permettait d'électrifier 5 véhicules, finalement, on a fait en sorte qu'ils puissent électrifier 10 véhicules, puisque tous ces véhicules rentraient au dépôt le soir. On a analysé ça et on a fait en sorte que la charge puisse être lissée entre toutes ces bornes. Donc, sur les territoires et les villes de taille intermédiaire, il y a une complexité qu'on arrive à absorber, mais ça demande de bien comprendre quels sont les usages et de plaquer des solutions adéquates. Donc des solutions adaptées au territoire. Alors Lucie Rigaud, je ne sais plus si c'est Lucie Rigaud ou Dominique Oran qui me répond. Quelles sont finalement les orientations, Dominique Oran, qui ont été prises par la ville dans le cadre de ce plan d'action logistique urbaine? Oui, donc suite à ce constat qu'on a fait, l'idée c'était de développer des plans d'action. Donc on a d'abord, faut le rappeler, surtout essayé d'avoir une concertation maximum avec tous les acteurs, parce que on sait qu'il faut tous travailler ensemble, parce que surtout sur une ville moyenne, on est tous interdépendants, on a beaucoup de transversalité, donc il faut absolument qu'on travaille tous ensemble. Donc l'idée de notre plan d'action, c'est d'abord, là on sort de l'étude, l'idée c'est dans les prochains mois de lancer plutôt une genre de séminaire, d'atelier avec tous les opérateurs, donc les transporteurs, les porteurs de projets, les commerçants, la ville, l'agglomération, pour un petit peu diffuser le même message et avoir envie de tous travailler ensemble dans cette optique-là. Hein, on ne peut pas résoudre tout seul, ville, commune, une problématique de logistique urbaine. Donc quand on a dit ça, nous derrière ça, on a des plans d'action qui ont été identifiés, mais il faudra les mettre en route. Mais je rejoins tout à l'heure votre présence pour vous dire que la ville, on est d'abord des facilitateurs. Hein. On n'est pas là, les porteurs de projets, on en reçoit. L'idée, c'est de les accompagner, c'est de booster des accélérateurs, mais on
on n'est pas des opérateurs privés où on peut financer complètement les projets. Donc notre idée, c'est de les accompagner. Donc par exemple, aujourd'hui, nous avons un porteur de projet comme monsieur qui arrive sur la ville, donc on est 3 ou 4 ans un petit peu en arrière de Saint-Malo, où l'idée c'est qu'on l'accompagne par une subvention. Donc là, dernièrement, on a voté une subvention à la ville pour l'accompagner sur une association de préconfiguration qui ira vers une SCOT. Et l'idée c'est que, effectivement, dans 1 an, dans 2 ans, il sera sur le même modèle économique que monsieur. Donc nous, on est là. On n'est pas là pour faire le travail d'un privé, on n'est pas là pour faire du transport, ce n'est pas notre métier. Mais l'idée, c'est de les accompagner et de pouvoir les aider dans leur démarche. En même temps, notre rôle aussi, c'est en termes de réglementation. Nous, on a aujourd'hui les pouvoirs de gérer la livraison en centre-ville. Et quand on dit qu'on veut gérer notre flux de camions, on voudrait aussi empêcher les gros camions de venir en centre-ville parce que ça crée beaucoup de contraintes. Mais pour ça, il faut leur apporter des solutions de substitution. Si on leur dit on vous interdit de passer, mais qu'on n'a pas de solution, ça n'avancera pas et ils viendront quand même et on n'arrivera pas à s'entendre. Donc l'idée, c'est que quand on a des solutions de substitution avec des plateformes de logistique, avec ce que met Saint-Malo en place, eh bien nous, derrière ça, on peut mettre de la réglementation, interdire aux camions, les très gros porteurs de venir en ville, régler les horaires de livraison, ça c'est aussi important parce qu'on doit pouvoir avoir de la souplesse vis-à-vis des véhicules qui sont en logistique urbaine, qui sont électriques, et tout ce qui est thermique, avoir une réglementation beaucoup plus sévère ou sur des véhicules de gabarit beaucoup plus grands. On peut aussi, nous, gérer l'espace urbain, l'espace public. Aujourd'hui, je pense qu'il est très important, et l'étude nous l'a ressorti, c'est qu'il faut qu'on détermine des aires de livraison vraiment au sol, physique, pour qu'on évite tous les camions double fil, peut-être qu'on enlève quelques petites places de parking, parce que c'est toujours compliqué d'enlever des places de parking dans un centre-ville. Les commerçants sont souvent réticents, mais souvent qu'on crée des aires de livraison où les véhicules s'arrêtent là, ne peuvent pas s'arrêter autrement, et ça permet de fluidifier les livraisons. Donc on a plein de petits exemples comme ça où on peut travailler. Et puis on a aussi un point qui est aussi important, mais nous, collectivités, on est aussi une entreprise, on a beaucoup de véhicules. Je pense que la ville aussi doit être exemplaire et doit aussi s'emparer, parce qu'elle fait aussi beaucoup de transport entre les cantines, entre les cantines, les associations, tous les domaines publics. L'idée, c'est que tous ces transports-là aussi, on les adapte à toute cette nouvelle logistique quand même. Merci. Martin Thiollier, vous nous expliquiez finalement l'offre de Watèa. Quelles sont vos cibles commerciales en termes de typologie, de métiers? On a vu qu'il y a une grande diversité dans la logistique urbaine de métiers. Alors effectivement, on a des clients dans la livraison du dernier kilomètre, on a des clients dans la construction, on a des clients dans la maintenance, on a des petits clients, le plus petit étant l'école Hiver, qui est un de nos collègues sur Clermont-Ferrand, que vous connaissez d'ailleurs, qui fait de la livraison du dernier kilomètre en véhicule ou en vélo, d'ailleurs en triporteur. Ils ont un véhicule et c'est un véhicule Watèa. On est à Clermont, dans le temple de Michelin. Et puis on a aussi des clients qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, qui ont des dizaines de milliers de véhicules pour certains, et qui vont être intéressés par nos solutions parce qu'on va les aider à baisser le coût de la mobilité électrique. La mobilité électrique est plus chère que la mobilité thermique, et donc on va les aider à travers, en utilisant le fait que notre véhicule soit connecté. Et on a des exemples ici. Vous parliez du MAN qui est à l'entrée. On va par exemple avoir la possibilité de remonter l'inventaire automatique de ce qu'il y a dans le fourgon. Donc ils nous disent qu'ils perdent beaucoup d'outils. On va aller traquer ces outils. S'ils ne sont pas dans le véhicule, on va remonter l'information au gestionnaire et au chauffeur en lui disant attention, vous êtes en train de partir, mais il vous manque des outils, par exemple. On a un module extractible aussi pour transformer un véhicule de construction en véhicule de livraison du dernier kilomètre en 3 minutes. On l'a là-bas aussi. Ça permet quoi? D'avoir des entreprises qui ont des saisonnalités très différentes. La construction ne travaille pas du 15 décembre au 15 janvier. C'est le plein boom pour la livraison du dernier kilomètre. Et en 5 minutes, on transforme un véhicule qui est fait pour la construction en véhicule de livraison pour du dernier kilomètre. Donc le partage du véhicule va être un élément clé pour arriver à baisser le coût de la mobilité électrique. Donc voilà tout ce qu'on fait pour aider nos clients. Donc mieux partager et aussi gérer la croissance. Alors Gérald Ballat, comment vous gérez la croissance de votre entreprise? Je sais que vous avez déménagé plusieurs fois, expliquez-nous ça. Et quelles sont vos perspectives finalement pour les triporteurs malouins, pardon?
Alors, comment on gère la croissance? La croissance, elle s'est vraiment accélérée suite au premier confinement. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un entrepôt entre 300 et 400 mètres carrés. On a eu le premier confinement et à l'issue, lorsque tout a été déconfiné, mon entrepôt était beaucoup trop petit. C'est-à-dire que concrètement, j'avais la contrainte de pouvoir rentrer la marchandise à l'intérieur même de l'entrepôt. Donc ça a été une grosse course pour en 3 mois retrouver un nouvel entrepôt. Donc on est passé de quasiment 400 mètres carrés à 1100 mètres carrés. Mais s'impose la contrainte de la distance de cet entrepôt. Les vélos actuellement, pour aller rejoindre le centre-ville d'Intramuros, font 3,5 km aller. Donc ça veut dire qu'une tournée peut faire quasiment entre 8 et 9 km, juste une tournée. Ils font environ 6 à 7 tournées par jour. Donc en pleine saison, les vélos peuvent faire entre 40 et 50 km sans grande difficulté. Donc la croissance, effectivement, en termes, c'est pour ça que l'accompagnement des collectivités en termes d'immobilier est très importante, puisque mon dépôt actuel est un compromis, est temporaire, 1100 mètres carrés, mais c'est surtout qui me permet d'avoir une accessibilité semi-remorque, puisque mes transporteurs amènent la marchandise en semi-remorque. Par jour, c'est l'équivalent de 6 semi-remorques et 2 26 tonnes qui passent par jour sur le dépôt. Donc, faut qu'il y ait une capacité d'accueil d'au moins une semi-remorque et que si les autres sont en attente, elles ne soient pas dans la rue à bloquer. Donc, effectivement, la première contrainte dans la croissance, c'est l'entrepôt et notamment pour ses accessibilités, puisque justement, il faut trouver le bon compromis entre superficie, accessibilité et proximité du centre-ville. Donc, effectivement, j'en suis à mon 2e dépôt et l'année prochaine, je basculerai sur un 3e dépôt. Voilà. Donc gérer la croissance, on arrive un peu au terme de notre table ronde, mais un mot quand même sur les perspectives d'avenir, à la fois de la mobilité électrique, de la logistique urbaine. Martin Thiollier, en un mot. Je pense que, il ne faut pas opposer les modèles. C'est-à-dire que la logistique, elle va être hybride. Il va y avoir à pied, il va y avoir du vélo, il va y avoir du véhicule électrique, à batterie, à hydrogène, etc. Donc, il ne faut pas opposer les modèles. 2, je pense que la mobilité électrique est une opportunité pour ceux qui s'y mettent tôt et bien. Et on voit, nos clients se développent parce qu'ils ont la possibilité de se développer en électrique et les donneurs d'ordre leur donnent plus de business et les envoient vers de nouvelles villes parce qu'ils savent opérer en véhicule électrique. Donc ça, c'est très clair. Et puis 3, je pense que c'est la préparation des acteurs économiques. Et là, on a une responsabilité commune avec les collectivités locales. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont pas encore très bien préparés. Il y en a qui prennent les devants comme vous, mais c'est vrai que c'est compliqué. La transition est compliquée. Merci Gérald Balade. La perspective, les triporteurs malouins dans 5 ans. Les triporteurs malouins dans 5 ans, c'est de la croissance, c'est plus de transporteurs, puisqu'actuellement, on gonfle nos flux avec les transporteurs. Donc, on gagne en nombre de transporteurs, mais surtout en volume. C'est-à-dire que les transporteurs viennent chez nous avec des petits volumes au début, et parce qu'ils y trouvent leur compte, aussi bien économique, mais qu'en termes de souplesse vis-à-vis de leurs clients, ils nous confient de plus en plus de flux. Donc d'ici 5 ans, j'espère avoir l'intégralité des transporteurs de messagerie sur Saint-Malo. La ville de Dinan, pas dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, Dominique Oran ou Lucie Rigaud. Oui, nous déjà, dans 1 an, dans 2 ans, je voudrais bien être au niveau déjà de Saint-Malo. Ça voudrait dire que ça a pris, la mayonnaise a pris, et puis surtout, on veut surtout avoir des porteurs de projets, des opérateurs qui arrivent. Donc nous, on est là, comme je disais tout à l'heure, comme accélérateur. Donc effectivement, se retrouver dans 2 ou 3 ans avec un ou plusieurs opérateurs sur la ville, ça nous irait très bien pour justement régler une partie de nos problèmes. Et effectivement, c'est multiple, hein. On peut très bien aller sur de la cyclo-logistique, mais l'électrique est une solution, l'hydrogène est une solution. Je crois qu'il y a un panel de solutions qu'il faut adapter, et surtout à chaque ville, parce que je pense qu'on a tous nos contraintes et il faut bien cibler et travailler à la carte sur des sujets comme ça. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. On a quelques minutes pour des questions-réponses de la salle. Oui, alors je ne sais pas si on fait passer un micro, comment cela se passe. Oui, voilà, je crois qu'il y a un micro qui arrive. Ah, tout de suite. Voilà. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Bruno Lefebvre, je suis DB Schenker, donc je travaille avec ces messieurs et je suis le directeur immobilier. Et je voulais faire 3 commentaires. Et là, je remercie les collectivités parce que c'est assez nouveau dans leur discours. Il y a quelque temps, on n'était pas très bien. La logistique faisait peur, le transport faisait peur. Et depuis quelques temps,
on a une discussion avec les collectivités, donc c'est très, très important. Deuxième commentaire, l'immobilier est le cœur du sujet. Je crois que M. Balade l'a très bien résumé. On va aller vers ces différents modes de transport. On est présent avec des gens comme M. Balade dans 19 000 villes. On va avoir plusieurs types de mobilité, mais notre difficulté principale, c'est de trouver des locaux. Alors, on nous propose des locaux, mais c'est en plein centre-ville où on ne peut pas avoir accès avec un camion. Et ça, c'est très compliqué. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans les périphéries, parce que du coup, en vélo, on ne peut plus y aller. Donc là, il y a un vrai sujet. Et c'est important qu'on en parle. Troisième point qui n'a pas été évoqué, il va y avoir une question de coût et de délai. On n'en a pas parlé. Mais un nouveau mode de transport, de l'électrique, de l'environnement, des camions plus chers, des vélos, voilà, des ruptures de charge, puisque nous, on va apporter la messagerie dans ces entrepôts de proximité. Il va falloir les décharger, les recharger. Donc on a une perte de temps, une perte éventuellement un risque de qualité. Et la livraison va être un petit peu plus tard que ce qu'on faisait, quoi. Donc, est-ce que le client final, donc le commerçant, est prêt à payer un petit peu plus cher, est prêt à attendre un petit peu plus? Bon, voilà, c'est des sujets, mais je suis content qu'on ait ces discussions. Merci. Merci Bruno Lefebvre. C'est en plus dans la continuité de la conférence à laquelle vous participiez hier avec Afilog. Qu'est-ce qui veut dire un mot, Dominique Laurent? Oui, je réagis simplement sur le dernier point parce que le coût, je pense qu'il pourra en parler exactement du coût réel d'un transport chez le commerçant. Je crois qu'il est très, très important effectivement que le... C'était quoi votre dernière réflexion là? Que les commerçants sont prêts à payer, monsieur Laurent. Ouais, le coût, je suis anciennement commerçant, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc effectivement, il faut que ça reste dans le raisonnable. Donc il faut faire attention. Nous, en tant que ville, on a peut-être un moyen à gérer, parce que vous dites effectivement, on allonge le délai. Hein. Mais nous, je vois sur la ville de Dinan, c'est très simple. Les transporteurs n'ont pas le droit de venir après 11 h le matin. Si on leur dit, vous allez sur une plateforme, et après, vous faites livrer le matin, donc c'est ce qu'ils font, vous arrivez aussi aujourd'hui sur la ville, mais dans la journée, en vélo, vous serez livré. On autorise le vélo, à la limite les petits véhicules légers électriques, à se déplacer toute la journée. Donc on donne beaucoup plus de souplesse, et le commerçant il sera très content de recevoir ses colis vers 14, 15 h, 16 h, alors qu'aujourd'hui, il sait qu'à partir de 11 h, c'est fini, il va attendre le lendemain matin. Donc c'est aussi à la collectivité de mettre des outils, de la réglementation pour faciliter. Il faut absolument qu'on apporte des solutions, mais c'est une partie. Après, effectivement, le coût, moi aussi, on reste très vigilant dessus parce que le commerçant, aujourd'hui, il est capable de comprendre, c'est déjà bien, mais il faut faire attention. Faut faire attention. Mais je pense aussi que vous aussi, transporteurs, vous avez des gains de productivité à un moment, puisque vous ne livrez plus qu'un point au lieu de plusieurs points dans la ville. Donc à un moment ou à un autre, on doit pouvoir se retrouver autour d'une table pour dealer un petit peu quand même. Une dernière question de la salle à nos intervenants avant de conclure cette table ronde. Oui, bonjour. Michel Leclerc, groupement équipe. Vous avez parlé que des flux amont venant des fournisseurs, transporteurs vers les centres-villes. Est-ce que ce modèle, je prends la ville de Saint-Malo ou la ville de Dinan, allez-vous utiliser ce modèle-là pour la reverse logistique, pour tout ce qui est développement durable, avec une économie circulaire en ligne de mire? Et comment allez-vous l'envisager et quel est le coût? La reverse logistique, qu'est-ce qui veut dire un mot sur ce sujet? Peut-être Gérald Balade. Alors, pour tout ce qui est reverse logistique, actuellement, nous, on travaille pour les transporteurs. Ce qui veut dire qu'on réalise les livraisons pour ces transporteurs, mais on réalise également leurs enlèvements. Je prends le cas de DB Schenker. Tous les jours, on livre entre 10 et 11 tonnes pour eux. Mais il arrive qu'on fasse beaucoup d'enlèvements également pour eux. Donc, ce qui veut dire que la semi-remorque qui amène la marchandise le matin, quand elle ne repart pas vide. Elle repart avec les enlèvements qui ont été réalisés jusqu'à la veille 16 h sur la ville de Saint-Malo. Ce qui veut dire qu'on n'a pas des véhicules qui roulent à vide. Donc, en l'occurrence, c'est DB Schenker parce que c'est notre principal donneur d'ordre. Mais
toute cette reverse logistique, elle existe de par ce point de mutualisation. C'est-à-dire que nous, on livre, mais on récupère les marchandises, on les ramène sur ce point-là. Donc ça veut dire que des poids lourds ne vont pas tourner non plus dans les différentes villes pour refaire des ramasses. Les ramasses sont faites à l'occasion des livraisons. On optimise nos tournées, c'est-à-dire qu'un véhicule ou un vélo part chargé, mais revient régulièrement chargé aussi avec les enlèvements. Donc en termes de livraison du dernier kilomètre et on va dire le premier kilomètre également, tout est dans une boucle, on va dire, circulaire. Du moins pour la partie messagerie, transport de marchandises légères et lourdes. Je fais la transition sur l'économie circulaire. Nous mettons en place demain à 13h45, c'est dans une autre salle, une conférence sur les emballages e-commerce, la réduction des emballages dans l'e-commerce, du volume et des emballages eux-mêmes. Voilà. Et je voudrais donc remercier nos intervenants qui nous ont donné un éclairage nouveau, je vais dire, de la logistique urbaine sur ces territoires dont on ne parle pas nécessairement tous les jours. Merci beaucoup de vos interventions éclairées.